La danse, c'est mon guide, c'est clair. Je m'appelle Myriam Selam, je suis journaliste, reporter d'images. C'est bizarre du tout parce que normalement c'est moi qui pose les questions, donc voilà. Donc journaliste, reporter d'images, passionnée de danse, passionnée de voyage, curieuse, voilà. Et une éternelle curieuse et toujours avoir envie de comprendre ce que la vie nous réserve et pourquoi. Alors, les trois valeurs, je pense, qui sont vraiment fondamentales pour moi, la générosité, la bienveillance et la sororité. On va dire que de par ma naissance, déjà, ça a commencé dès le départ, on va dire, puisque je suis métisse. Mon père est algérien, ma mère est polonaise. Et de fait, j'étais déjà un peu out of the box. Et donc, ça m'a toujours amené un regard un peu différent des autres. Et aussi, justement, des questionnements sur la vie, sur ce regard un peu différent. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et en même temps, ce chaud et ce froid qui se sont rencontrés pour... en plus, je suis fille unique, donc voilà. Donc, comment ça se fait et mes parents sont encore ensemble. Donc, ces valeurs-là, comment ça se fait que des gens aussi différents puissent être encore ensemble et dans l'amour, en fait. Donc voilà, je pense que ça a commencé dans le ventre de ma mère. D'autant plus que mon père étant quand même de confession plus ou moins musulmane et ma mère plus ou moins catholique, à l'époque, on va dire que c'était quasiment impossible qu'il y ait une union comme celle-ci. Que j'ai réalisé réellement ça assez tard, en fait, que j'avais eu des grands-parents très ouverts au niveau mes grands-parents polonais, parce que normalement, c'était faire rentrer quelqu'un, un Algérien de confession musulmane, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc ça a commencé très tôt. J'ai eu d'abord la chance j'ai voulu je fais le métier que j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Dès l'âge de 10-12 ans, je savais que je voulais faire ça. Mon père ne voulait pas trop. Il est avocat. Je pense qu'il aurait aimé que je suive un peu sa voie. Et il trouvait que c'était un peu un métier difficile. Donc là où je suis assez fière déjà, c'est d'avoir suivi mon instinct et devenir la femme que je voulais être en fait. Ça m'a amenée dans des endroits juste incroyables parce que j'ai beaucoup voyagé, notamment en Afrique. J'ai été piquée par l'Afrique et donc je me suis retrouvée dans des situations juste improbables où je me suis retrouvée notamment, je me souviens d'un moment en Éthiopie où j'ai pu rester, c'était pendant Timkat qui est donc c'est la célébration la plus importante pour eux, où en fait il y a des danses et il y a des chants pendant toute la nuit. Et donc je suis restée avec la partie, ce ne sont que les hommes qui ont le droit en fait de rester. Et donc j'étais la seule femme avec une caméra à rester toute la nuit avec eux. Et je me souviens que j'ai eu des moments c'était des moments de grâce en fait qu'on vit. Et ça, j'ai pu en avoir assez souvent. J'ai eu la chance de ça et je me rends compte que, voilà, je pense que dans la vie, on est tous faits pour quelque chose. Et je pense que j'étais faite pour ça et j'ai suivi ma voie et c'est de ça dont je suis fière. Je me rappelle d'une fois où je rentre je sais plus où c'était, je crois que c'était au Cameroun. J'étais au Cameroun où j'avais passé un mois et demi, j'étais allée dans les camps où il y avait beaucoup de Centrafricains qui étaient réfugiés pendant la guerre. Et où on avait fait un reportage là-bas. Et je suis rentrée et je me rappelle être allée aux toilettes. Et le fait d'avoir de l'eau potable dans les toilettes, ça m'avait choquée. Et je me suis dit, y a un gap qui se passe où on se dit, mais c'est pas possible en fait. C'est du non-sens que moi, en allant aux toilettes, j'ai de l'eau potable, alors que ces gens-là n'en ont pas en fait, pour boire. Donc oui, et après c'est une force, moi j'ai voulu le prendre comme une force et justement me rendre compte chaque jour la chance que j'ai. La chance que j'ai d'être là, de faire ce que je peux faire en tant que femme, parce qu'on sait très bien qu'en plus c'est compliqué. Et donc je pense que ça amène beaucoup d'humilité aussi.
Alors, c'est drôle parce que justement, j'ai aujourd'hui envoyé un message. J'ai un de mes amis qui était fixeur, c'est un de mes fixeurs, donc quelqu'un qui aide quand on fait un reportage, qui est sur place, etc. Et Idriss, il s'appelle, c'est devenu un ami proche. Et il est musulman. Moi, je suis pas du tout, je suis agnostique, donc je crois en quelque chose une force supérieure, mais je n'ai pas de confession particulière. Et lui, donc comme c'est le Ramadan, ça a commencé, donc je lui ai envoyé avant cette interview. Et donc voilà. Donc oui, 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 j'en ai encore. Absolument rien, parce que les erreurs, elles sont absolument importantes d'être faites, parce que ça nous apprend, voilà. Après, peut-être si des fois, je pense que j'ai peut-être eu je trouve cette mentalité très franco-française, des fois, que je trouve un peu dommage, de vouloir que tout soit parfait, alors que je trouve que des fois, la mentalité américaine, anglo-saxonne, c'est vas-y, juste fais-le. Just do it. Et je crois que ça nous permet de gagner un peu de temps. En France, c'est toujours, effectivement, on prenait l'exemple, je me souviens, j'étais allée un peu aux États-Unis pour mes études. Et j'étais toujours très surprise de la manière où on disait, voilà, quand on va dans un jeu, un jardin d'enfants, la mère la mère française va toujours avoir peur, fais attention, tu risques de tomber, etc. Alors que, en général, la mère américaine va juste lui dire, bon, alors tu vois, là, t'as ça, ça, ça et ça, maintenant fais ta vie et explore. Et je trouve que on a beaucoup à apprendre de ça. J'ai fait un documentaire. Ça a été une commande pour une assurance. C'était sur les violences faites aux femmes. Et c'était justement pour sensibiliser à ça. Et je me rappelle, j'ai toujours voulu faire un documentaire. Il s'avère que l'idée, c'était de parler donc, du processus. Comment est-ce qu'une victime de violence conjugale va avancer dans son chemin vers la libération du commissariat où elle va porter plainte jusqu'au tribunal, etc. Et en fait, l'idée, c'était de ne pas prendre de victimes. Donc, d'aller voir des gens, des policiers, des juges, etc. Et j'ai fait ce documentaire notamment parce que j'avais une vraie problématique. Je me disais, ok, c'est génial d'essayer de comprendre, de sensibiliser comment est-ce que des femmes vont pouvoir se libérer, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Mais en même temps, je n'avais pas cette sensibilité et comment rendre palpable le couple et ce que peuvent vivre les différents couples, parce qu'on sait qu'il y a différentes phases. Et donc, j'ai fait, parce que je vais aller un peu plus vite quand même, j'ai décidé de prendre comme allégorie un couple de danseurs de tango. Et je me suis dit, ça va jamais passer. Une assurance, une compagnie d'assurance va me dire, c'est pas possible. Et ça, c'est fait. Et donc, je pense, je me rappelle, il y a eu une avant-première dans un théâtre à côté des Champs-Élysées. Et je pense que c'est ce moment-là où j'étais vraiment fière d'avoir pu, je pense, allier toutes mes passions au service de quelque chose de plus grand. Je me souviens que quand j'étais toute petite, je voulais être danseuse à un moment donné. Je faisais la danse classique, mais je me disais, tu pourras toujours le garder comme une passion. Et le journalisme, ça a toujours été aussi une autre de mes passions. Et effectivement, j'ai mis du temps à pouvoir allier les deux. Mais c'est là où j'ai l'impression d'une certaine complétude. Elle est essentielle, elle est omniprésente, elle est guérisseuse, elle me donne de la joie, elle me libère, c'est mon médicament en fait. Moi j'avais commencé la danse classique très jeune, comme beaucoup de petites filles. Ça m'avait amené un cadre parce que j'avais aussi une relation assez fusionnelle avec ma prof, qui était assez incroyable. Et puis, j'ai évolué avec d'autres danses, que ce soit la salsa, qui m'amenait beaucoup de joie. Et j'ai toujours voulu faire du tango.
toujours. Mais le moment ne s'est jamais vraiment présenté jusqu'au moment où j'ai refait. Je me suis dit, voilà, j'avais fait aussi un peu de hip-hop, un peu de modern jazz. Et je me dis, allez, je vais y retourner. Et le jour où je retourne dans une école pour faire du modern jazz, à côté, il y avait une autre classe de tango. Et là, je me suis dit, je l'ai vu comme une belle synchronicité. J'ai dit, ok, c'est bon, faut y aller là. Il y a un moment donné, tu vas arrêter et tu vas y aller. Et donc, par le biais d'une amie qui me parle d'une de ces, une amie d'une amie, je crois, me dit, j'en connais une prof de tango. Et il y a un moment donné où on se dit que voilà, les planètes étaient alignées pour que je fasse ça. Et donc, et chaque danse amène quelque chose de différent. C'est-à-dire que donc pour moi, le classique m'a amené une rigueur, m'a amené un cadre, parce que j'ai pu être je suis quelqu'un d'assez qui ça peut un peu déborder parce que voilà, je suis assez joyeuse et ça voilà, donc il faut un peu des fois canaliser. La salsa m'a amené beaucoup de joie et c'est une danse à deux, donc comment est-ce qu'on voilà. Et puis le tango est une danse encore vraiment particulière dans le sens où c'est la place de l'homme et de la femme et comment est-ce qu'on compose. Et puis dernièrement, j'ai aussi rencontré la danse libre où là on danse et c'est le corps on est dansé en fait. C'est plus nous qui dansons, c'est le corps qui se laisse aller et qui nous guérit en fait. Et c'est là où ça devient aussi thérapeutique et c'est là où moi j'ai vraiment pris conscience de ça. Même si déjà avec le tango, le tango ça a été très difficile pour moi parce que c'est une danse qui convoque, qui est un amplificateur de ce qu'on vit. Donc c'est pour ça que c'est utilisé beaucoup en psychologie, dans des thérapies de couple. Et c'est pas facile. C'est pas ouais. C'est convocant, c'est challengeant et voilà, mais ça nous fait grandir. À partir du moment où c'est quelque chose de corporel, c'est effectivement très difficile. Les mots ne permettent pas en fait de se rendre compte. Ça n'a pas la même saveur en plus. Et c'est tout l'idée, c'est que ça passe par le corps. Donc il faut pratiquer. En tout cas, il faut en avoir envie. Je pense qu'il faut pas se forcer. Il faut ressentir un appel ou pas, parce qu'il y a différentes formes d'art, et celle-ci, pour moi, est la plus complète. Mais Ça peut être un exutoire aussi. évidemment, c'est un exutoire, et c'est notamment utilisé encore une fois dans pas mal dans l'art-thérapie pour quand on est en colère, on peut décharger évidemment et c'est beaucoup plus sain de le faire de cette manière-là que de le faire contre quelqu'un, on est d'accord. La danse me permet en tout cas d'accéder à quelque chose de plus grand. Et ça, je l'ai vraiment compris notamment dans une de mes justement dernières interviews dans mon podcast, parce qu'il nous permet notamment de rentrer dans une certaine transe. Et quand on rentre dans une transe, on rentre dans une conscience modifiée qui nous permet justement d'accéder à un au-delà et à accéder à un certain tout. Et de se rendre compte que finalement, nous sommes humains, nous sommes reliés, nous sommes qu'un. Et ça, la danse, moi, m'a permis d'accéder à ça. Ça rend humble parce que justement, ça nous permet de voir que il y a un tout, il y a une énergie et qu'on est connecté et qu'on a besoin de l'autre, en fait. Donc forcément, ça nous permet d'être moins narcissique et beaucoup plus enclin à aller justement vers l'autre et de voir que l'autre n'est pas un danger, contrairement à ce qu'on peut entendre beaucoup ces derniers temps. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est complètement accessible à tout le monde. La personne dont je vous parlais, elle s'appelle donc France Schott-Billman. C'est une femme qui utilise cette méthode, sa propre méthode, qui utilise donc la transe pour guérir. Elle a utilisé ça pour notamment aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et ces personnes-là se sentent reliées, elles ont beaucoup plus de confiance en elles
Et c'est quelque chose de généralisé. Donc, tout le monde peut avoir accès à ça. Et c'est ce qu'elle dit dans un de ses bouquins, c'est que tout le monde est danseur, parce que vivant. Et parce que, tout simplement, ça nous relie à notre pulsation du cœur. Parce qu'en général, elle utilise la trance avec des musiques primitives, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire avec une pulsation qui nous ramène en fait finalement à nous et à notre pulsation de cœur, à notre cadence. Et quand on entend ça, finalement, ça nous renvoie à qui nous sommes. Nous sommes en fait quelqu'un, une personne avec un corps, avec un cœur qui bat. Et depuis dès finalement le moment où on a été dans le ventre de notre mère et où on a été dansé déjà dans le ventre de notre mère. Donc c'est une mémoire en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec la danse. C'est finalement raviver les mémoires ancestrales, les mémoires qui ont pu être aussi des fois des traumas, pour les guérir, parce que finalement le corps nous permet de guérir beaucoup plus de choses que des fois des mots. Souvent, par exemple, quand je fais de la danse libre, où finalement donc il n'y a aucune chorégraphie, où on se laisse donc danser, j'ai souvent eu, par exemple, parce qu'on est justement finalement dans un état de conscience modifié, des révélations, c'est là où on fait des liens et où on voit des solutions que je pense que je n'aurais jamais eu avant. Donc c'est effectivement extrêmement libérateur. Ça nous permet de voir et de se dire « Ok, j'avais pas compris ça. Mais en fait, pourquoi je revis ça? C'est parce qu'il y a ça, ça et ça. » Et donc oui, c'est dans ce sens-là que ça nous guérit. Ah ben on devient effectivement, on devient un réceptacle en fait. Et c'est comme s'il y avait des messages que l'on reçoit d'on ne sait où, mais que l'on perçoit. Et c'est... ouais, des fois, c'est assez troublant. La danse, c'est mon guide, c'est clair. C'est un guide, mais de tous les temps. En fait, ce qui est marrant, c'est que, pour ma part, comme la danse, c'est difficile de dire la danse. Il y a des danses, mais à chaque moment, c'est comme si je prenais un ingrédient et une facette de la danse pour me guider et pour m'aider dans ma vie. Ça veut dire, le matin, j'ai besoin d'énergie. Comment je vais me prendre cette énergie? Je vais mettre une musique et je vais commencer à danser quelque chose qui va me donner une good vibes. Donc ça va être comme ça. Après, si j'ai besoin effectivement de comprendre quelque chose, je vais plus aller vers quelque chose de la danse libre. Si maintenant j'ai besoin de comprendre ce qui se joue avec l'autre, alors ça va être le tango. Chaque danse va me permettre c'est un outil pour avoir une compréhension de moi et de l'autre. Il n'y en a aucune. Sincèrement, il n'y en a aucune. Mais même si j'ai quand même... Allez, s'il fallait vraiment en choisir une, je pense que ce serait le tango. Il y a une dimension extrêmement addictive au tango qui est extrêmement spirituelle, effectivement. Et et la plupart des tangueros, donc les danseurs de tango, sont assez... oui, on attend notre dose en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la drogue. Après, il faut effectivement faire attention de ne pas trop rentrer dedans et que ce soit trop... oui, quand c'est trop addictif, il y a toujours des limites. Il y a un équilibre à avoir, quoi. J'ai envie de montrer à quel point la danse est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut peut-être des fois le croire, et à quel point c'est vraiment quelque chose qui nous unit et qui est un outil extraordinaire. Et il s'avère que le podcast, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Il donne une énorme liberté, puisque je suis en même temps celle qui donne le là et qui peut en fait inviter qui je veux, faire les reportages que je veux. Donc j'ai décidé de faire ça en fait, et c'est venu vraiment comme une évidence et comme un moment où les choses commençaient effectivement à se réunir. Donc voilà, et le nom m'est venu assez rapidement aussi, puisqu'il y a du sens, il y a des sens, et que ça donne quelque chose, tous les sens sont en éveil, et ça me donne un sens à ma vie. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en général, les invités parlent de ce nom, en fait, qui résonne assez souvent,
que ce soit l'essence, dans le sens d'essence au niveau naissance, ou les plus loin sens. Enfin bref, c'est quelque chose qui résonne en général chez tous les danseurs. Alors en fait, l'essence de la danse, ce podcast, on le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute. Donc que ce soit Deezer, Amazon, Apple Podcasts. J'ai décidé d'en faire maintenant un hebdomadaire, avec quelquefois différents épisodes, parce que moi, l'important, c'est effectivement de rentrer en profondeur dans le parcours, parce qu'il y a toujours un parcours. Effectivement, comment est-ce qu'un danseur arrive en général à un niveau assez élevé, et donc comprendre. Et ça, il faut du temps. Moi, j'ai envie de prendre du temps là-dedans. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc, ça peut prendre un peu différents épisodes. Il y a aussi des fois des reportages. Et donc, c'est donc un hebdo sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a aussi, je suis aussi présente sur Insta, où voilà, il y a des fois, on a envie de voir aussi la danse. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir mettre un visage ou quelques pas de danse par des images. Et aussi, bien sûr, sur YouTube. En général, chaque interview me confirme à quel point je suis sur le bon chemin et à quel point ça me touche en fait. Je suis profondément touchée par les différentes danses, parce qu'il y a tellement, encore une fois, de facettes. Je me rappelle notamment de Rana Gorgani, qui est donc une derviche tourneur, une des seules femmes à se produire, donc très spirituelle, où donc ce sont ces danseurs qui tournent notamment en Turquie, et où je me souviens avoir eu des larmes d'émotion, parce qu'en fait ça nous touche effectivement tous, ça touche l'âme en fait, et donc à chaque interview, je pense que j'ai été profondément touchée, et ça m'a appris toujours. Là, celui qui me vient, je pense qu'il y en a d'autres, je me souviens vraiment quand il y a eu les attentats du 11 septembre. J'allais juste aller à un entretien pour rentrer dans une école de journalisme, et juste avant, je vois à la télé un reportage qui relate justement les Twin Towers qui sont en train qui ont été attaqués, et je me souviens avoir été choquée. Et en même temps, c'était assez étonnant de voir cette synchronicité par rapport justement au fait que j'avais rendez-vous avec un des directeurs de l'école. Et cette synchronicité, je me souviens, m'a beaucoup marquée. Comment est-ce qu'on en parle ? Comment ça se fait que ce genre d'événements peuvent se produire ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça, oui, je me souviens que ça m'a beaucoup marquée. Ah, j'en ai des milliards de rencontres. Il y en a deux qui me viennent. Je me souviens avoir eu la chance d'interviewer une certaine Gisèle Halimi. Extrêmement humble, extrêmement... je me souviens que je me suis dit, mais c'était pas prévu. Hein. Je suis allée la rencontrer, un peu lui tendre mon micro. Je me suis dit, mais elle va jamais accepter. Et j'étais toute jeune. Et ce genre de femme, ouais, on s'en rappelle. Et à quel point elle avait été accessible. À quel point elle m'avait dit, mais bien sûr, je vais avoir un moment pour vous. Et ça remplit. Ça remplit et ça guide, forcément. Ouais. Et après, j'ai eu beaucoup de rencontres... je me souviens notamment quand j'étais allée au Cameroun, où j'étais seule dans un... C'était dans la campagne, et j'arrivais pour faire un reportage, et c'était des éleveurs, et ils m'avaient accueillie sur la place du village, vraiment sous l'arbre, et donc j'étais vraiment la blanche qui arrivait, et ils avaient subi
énormément. Ils avaient beaucoup de problèmes. Leur élevage mourait, était en train de se réduire. Et leur récolte, ils récoltaient du coton. Et c'était du coton de Monsanto. Et je me souviens de l'espoir qui était mis entre mes mains et de ce pouvoir-là, quand on est journaliste, de devoir rendre visibles les problèmes que souvent on veut taire. Et je me suis dit, waouh, j'ai une responsabilité là qui est des fois un peu renversante, vertigineuse. Et on se dit, waouh, là, il faut que je sois à la hauteur, quoi. Donc ça, je me souviens de ce moment-là de waouh, de grâce et en même temps de se dire, ouais, là, il faut que tu sois au rendez-vous, quoi. Mm. Moi, je pense que si chacun vraiment trouve sa voie, moi, je pense que tout le monde est fait pour quelque chose. À partir du moment où on trouve son excellence et qu'on va vers ça, alors le monde sera meilleur. C'est une évidence. Donc, ça veut dire faire confiance en son instinct, trouver ce qui nous rend heureux et en faire son métier. Je pense que du coup, ça permet, parce que ça veut dire qu'on a en général des facilités, et donc ça sera toujours au service de la société et d'un monde meilleur. Alors j'ai marqué ose, je pense que c'est un de mes mantras déjà. Je pense que quand on ose, c'est d'abord oser être soi, oser des choses différentes, oser des choses impensables qui nous paraissent irréalisables, mais en fait, c'est en osant qu'on arrive à faire des choses différentes, d'être out of the box. Et moi, c'est quelque chose justement qui me tient à cœur. Et je pense que c'est une des choses qui manque en ce moment, je trouve, chez la plupart des êtres humains. Je trouve que oser, en étant évidemment dans ses valeurs, ça permet... ouais, ça permet de pas avoir de regrets dans sa vie. Et je pense que c'est la pire des choses quand on est sur son lit de mort et de se dire ah si j'avais fait ça et je pense que c'est ouais. Donc oser permet de ne pas avoir ça. Et moi c'est une des choses fondamentales chez moi et de pas être dans des cases.